Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le jour où l'on vous a dit « Demain tu seras confiné ». Un virus dévastateur est parmi nous. Il fera des millions de morts selon les prévisions de l'Imperial College de Londres. Et il n'y a pas de remède. Vous souvenez-vous que ces prévisions se sont avérées fausses et que le responsable de ces projections terribles a même démissionné pendant le confinement qu'il avait lui-même soutenu car il avait rendu visite à sa maîtresse et n'avait pas respecté ses propres conseils. Vous souvenez-vous que les tests PCR étaient réservés aux personnes malades et qui présentaient des symptômes? Dans cette vidéo, j'avais envie de poser des questions à une experte en santé publique. Une personne qui avait travaillé avec les plus grosses institutions mondiales. Une personne libre de parler. Et vous savez quoi? Aucun plateau télévisé ne l'a invitée. Vous ne la connaissez pas? Voici l'impressionnant CV du docteur Astrid Stuckelberger. Spécialiste santé publique internationale. Private docent de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Doctorat en santé des populations. Master en santé mentale avec l'OMS. 25 ans de recherche et enseignement en médecine. Chargé de cours à l'Université de Lausanne. Expert international à l'ONU et l'OMS, dont 3 ans sur les pandémies et 4 ans sur le comité d'éthique de l'OMS. Expert à la Commission européenne, évaluation de projets de recherche pour l'amélioration de la santé des populations par l'innovation. Représentante à l'ONU depuis 20 ans de 2 ONG académiques. Elle a publié 10 livres, 3 sont en préparation, 180 articles scientifiques, des rapports à l'ONU, des rapports pour le gouvernement suisse. Et elle fait partie des 100 personnalités suisses selon l'hebdo. Elle ne vous parlera aussi de l'isolation du virus, des tests PCR, des cycles d'amplification, des réglementations internationales bafouées, du vaccin. Et vous risquez fort de devoir vous asseoir et de prendre un verre d'eau pour faire passer la pilule. Vous êtes prêts? Voici le docteur Astrid Stuckelberger qui m'a répondu oui quand je lui ai dit « Faut qu'on parle ». Bienvenue les amis sur ma chaîne. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Astrid Stuckelberger. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir. Vous avez travaillé pendant 3 ans à l'OMS. Vous avez un doctorat en santé publique, un privat docent à la faculté de médecine de Genève. Vous avez écrit 180 articles scientifiques, 10 livres, plus 3 en préparation. J'ai essayé de condenser votre CV parce qu'il est vraiment à rallonge. Merci de venir aujourd'hui nous éclairer sur certains points qui sont vraiment d'actualité concernant le Covid. On va parler de la question de l'isolation du virus aujourd'hui. On va parler aussi des tests RT-PCR. On va parler de votre expérience au sein de l'OMS, en quoi vous avez relevé des anomalies par rapport à cette crise, la méthodologie, l'éthique aussi. On va parler de beaucoup de choses. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais déjà, dans un premier temps, vous demander comment vous êtes arrivé en tant que docteur entre mars, avec ce virus qui sort dans les médias où on nous dit, oh là là, les soins intensifs vont être pris d'assaut, on va peut-être tous mourir, ou il va y avoir une catastrophe. L'Imperial College avait annoncé des millions de morts. Et comment on en arrive aujourd'hui, au mois d'octobre, sur ma chaîne YouTube, à discuter de ça? Quelle a été on va dire, votre prise de conscience entre mars et octobre par rapport à tout ça pour venir en parler aujourd'hui? Oui, ma prise de conscience, elle a été faite en janvier, fin janvier, début février. J'étais en Corée du Sud avec un groupe international. On était invité à une conférence internationale pour parler. Et là, pour rentrer dans le centre de congrès, on a eu des scanners infrarouges qui détectaient la température. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme la nouvelle technologie essaye de voir si les gens ont une température. Mais je commençais déjà à me poser des questions en me disant, mais comment on peut être sûr que c'est ce coronavirus? Et il s'appelait pas encore 19, il s'appelait le virus de Chine. Et, et donc, je me disais, tiens, c'est normal. Normal, il a passé la frontière. Et je me disais, ils exagèrent peut-être un petit peu. Donc, je commençais à douter. Mais je me suis dit, intéressant. J'ai commencé à réfléchir, ce que j'avais aussi travaillé dans le centre des pandémies à l'OMS, que c'est normal, il faut faire des mesures tout de suite quand le virus passe la frontière. Donc ça, c'est dans les régulations sanitaires internationales dont on va parler.
Donc, le truc, c'est que certaines personnes avaient peur, certaines pas déjà. Et moi, j'ai attrapé un rhume euh, le dernier jour, les derniers jours, mais il faisait très froid dehors. Et dans l'avion, je tremblais et je me disais, mais c'est pas normal parce que j'ai jamais, quand j'ai des grippes, c'est pas le genre de symptômes que j'ai. Et je me suis dit, j'ai chopé ce truc, j'ai chopé ce virus. Donc, en revenant, je me suis dit, il faut que je passe les frontières parce que si je commençais déjà à penser que je pouvais être porteur et que je passais les frontières. Et donc, il aurait fallu m'arrêter, me mettre en quarantaine, etc. Donc, j'avais le réflexe, si vous voulez, qu'on a aujourd'hui, peut-être trop. Et je suis arrivée à Genève en me disant, bon, on va voir. Et c'est vrai que ça a duré quand même 1 semaine et 2. Mais donc là, j'ai commencé à me dire, s'il y a quelque chose qui circule, il faut commencer à prendre des mesures de distance, un petit peu moi, je le faisais naturellement. Après, ce qui est arrivé, c'est que dans ma famille, à Verbier, où il y a une partie de la famille qui est, euh, mon neveu médecin, qui circulait avec tous ses copains médecins, ils ont attrapé ce virus, ce coronavirus. Et là, dans la famille, il y a un hôtel. Et là, on a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant, dis donc, dans l'hôtel, il faut avertir les gens, etc. Donc, j'essaie d'appliquer au niveau local ce qui se passait. Et puis, en fait, tout Verbier était déjà contaminé très rapidement. On ne le disait pas, on ne pouvait même pas tester. Donc, ma sœur, qui dirigeait l'hôtel, n'a même pas pu aller se faire tester parce que il fallait tester que ceux qui étaient vraiment malades. Donc, vous voyez que déjà, la mesure, au moment où le pic commençait à augmenter, n'a pas été mise sur pied. Pas de masque, pas de distanciation. Après, petit à petit, les quarantaines, etc. Et ça s'est mis en route, je trouve, très lentement par rapport à l'expérience qui avait été faite en Chine. Donc ça, c'était vraiment mon constat. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose de très important. Et puis, on regarde les nouvelles, on regarde ce qui se passe. Et puis, on fait attention. Donc, après, quand les mesures sont arrivées avec le masque, etc., vers mars, avril, moi, j'ai vraiment respecté. Je trouve que c'était tout à fait juste. C'était assez choquant de voir que chaque pays avait un peu des mesures différentes, on vous dira, ou comme la France disait, on n'a pas de masque, on n'a pas besoin de masque, alors qu'il n'y a pas de stock de masques, etc. Et ce qui était voilà, donc j'ai fait cette expérience, et puis toujours en réfléchissant à ce qu'ils auraient dû faire. Et le constat, c'est qu'il n'y avait pas de plan de préparation à la pandémie. Ce qu'on avait mis sur pied pendant des années et enseigné n'a pas été appliqué malgré le fait que c'est une convention et une obligation des États qui a été signée à l'OMS. Donc voilà, moi, ça m'a été mon expérience. Ensuite, après, je me suis dit, je ne vais pas me tester pour le virus puisque je l'ai eu, donc je vais aller me tester pour les anticorps. Et je suis allée me tester pour les anticorps, j'ai pas d'anticorps. Et Et donc, prise j'ai de sang, commencé. donc, hein. Oui, donc, ah oui, vous prenez une prise de sang et les anticorps, ça veut dire que vous avez eu le virus et le corps s'est bagarré. Il a les soldats, les T-cells qui se sont mis en place et donc vous avez produit un genre de vaccin naturel que vous avez, donc pas besoin de se vacciner d'ailleurs. Et donc, je me disais, super, je vais faire ça, pas besoin de me vacciner, pas besoin de porter le masque parce que si j'ai mes T-cells, je suis pas contagieuse, etc. Et à ma grande surprise, j'avais pas d'anticorps. Donc, j'ai appelé le laboratoire de Roche. J'ai dit, mais j'ai demandé au laboratoire, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça veut dire? Et parce que il y a 300 mutations. Donc, vous avez analysé quelles mutations? Alors là, j'ai commencé à mettre sur pied un peu ma façon de penser, mais on va y revenir. Et donc, l'histoire arrive à ce que j'appelle le labo de Roche à Bâle, en disant, j'aimerais savoir quel type d'anticorps vous êtes en train d'analyser. Et ils m'ont renvoyé à un autre laboratoire, un scientifique et tout ça. Et j'ai toujours pas trouvé. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui joue pas parce que euh, en Islande, par exemple, une étude sur le pool génétique a montré qu'il y a plus de 290 mutations du virus Covid. Et donc, vous ne pouvez pas tester les anticorps juste pour une souche. Vous devez en faire 290 ou vous devez faire quelque chose d'un peu plus rigide et scientifique. Voilà. Donc ça, c'est toute mon histoire et j'arrive à aujourd'hui à venir vers vous parce qu'il y a tellement d'incertitudes, de contradictions, alors que tout évolue. Et avant, je n'osais pas trop en parler parce qu'il n'y avait pas assez de recul scientifique. Mais là, de plus en plus, les scientifiques et de tous bords, de se mettre ensemble, et c'est ce qui m'arrive aussi avec le film Hold Up, on commence à parler ensemble dans des genres de groupes scientifiques, et on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, on doit parler, parce qu'on ne peut pas laisser continuer
une pseudo-science qui dirige les pays. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est pour essayer d'expliquer et d'aider ce mouvement d'une nouvelle science qui se met en place. Oui, et vous avez mentionné Hold Up. On fait Mhm. évidemment un hommage à Pierre Barnérias qui a coproduit ce documentaire qui va bientôt sortir. Vous êtes dedans, docteur. On vous a vu dans le teaser. Et effectivement, ça va être un documentaire très attendu, je pense très partagé aussi, puisque uniquement avec des paroles d'experts et de scientifiques. Alors, j'aimerais tout de suite aller dans le vif du sujet par rapport à ce virus, parce que j'entends d'un côté euh, des tests PCR sur lesquels on va se dire, bien, on a un virus, mais pour savoir ce qu'on cherche, il faut déjà avoir isolé ce qu'on cherche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me donner votre avis sur cette isolation du virus? On en est où? Oui, alors dans cette isolation du virus, il y a beaucoup de gens qui se mêlent. Il y a les épidémiologues, les immunologues, les virologues, et il y a quand même un consensus scientifique que quand il y a un virus qui circule qui est pathogène, on applique le protocole de Corps. C'est la base des bases de la science. Et le protocole de Corps veut que on prenne un prélèvement de sang, on le met dans un bocal, donc c'est une soupe, et en particulier celui-là, puisque c'est un virus RNA, donc c'est déjà pas ADN, mais c'est un RNA qui est beaucoup plus compliqué. Et dans ce bol de soupe, on essaye d'isoler le virus. Et donc, c'est tout un processus de nettoyage de, de la soupe pour trouver ce virus seul, l'isoler dans un autre bocal. Et là, vous avez vraiment une compréhension de ce virus. Et ça n'a jamais été fait. Donc, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'appliquer un test. Donc, ce qu'on fait, vous voulez peut-être qu'on parle de ce test. Donc, Oui, ce on en test, parlera après, mais en ouais, fait, j'avais lu qu'en Chine, ils avaient été prélevés du liquide. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle du liquide broncho-alvéolaire, est-ce que ça se dit comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient apparemment prélevé du liquide dans les corps des patients malades. Et d'après ces prélèvements, ils auraient identifié un virus. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. C'est ce que oui. j'ai lu. Et maintenant, ça devient très controversé en Italie. Il y a aussi un médecin qui a pris la parole récemment en disant ce qu'on a trouvé, c'est des milliards de particules et on ne peut pas dire là-dedans qu'on en a isolé un virus ou en tout cas le Covid-19. Mhm. C'est pas ce qu'on entend dans le discours officiel en tout cas. Oui, vous avez tout à fait raison de la précision des termes. Et c'est peut-être là que la grande énigme cette intrigue du virus, elle est. C'est dans les mots et la définition des mots. Et quand on parle de virus, effectivement, il parle de virus et c'est pas un virus, c'est des signaux de virus pour l'instant qu'on trouve. Et la Chine a peut-être pas été très transparente, comme souvent dans les pandémies. Hein, ça a été, c'est pas moi qui le dis, c'est Margaret Chan au début du premier SARS-CoV-1 en 2002, en 2003, 2004, de ces années-là. Elle avait condamné entre guillemets la Chine pour ne pas avoir transmis les informations transparentes tout de suite. Donc, la Chine a non seulement pas très bien communiqué au début, après elle s'est rattrapée, mais elle a aussi donné et émis une recommandation que l'OMS a soutenue de ne pas faire d'autopsie. Et ça a été, et aujourd'hui on peut revenir dessus, parce que franchement, c'est par les pathologies, les autopsies, les analyses pathologiques des autopsies qu'on sait vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans un corps. Et ça a été interdit jusqu'au point où en Italie, quand il y a eu ce grand pic, les médecins ont désobéi aux recommandations et ont fait des autopsies et ont commencé à comprendre beaucoup mieux ce qui se passait. Donc, vous voyez, ce début de la non-transparence qui est justement contraire aux régulations sanitaires internationales, cette convention, ça n'a pas été respecté au début et ça a commencé à créer une confusion dans oui, on connaît ce virus, mais on ne le connaissait pas puisqu'ils ont interdit les autopsies et en plus, ils ont genre comparé à la maladie d'Ebola qui n'a rien à voir avec cette infection virale de grippe, quoi. C'est ça. L'Ebola, c'est très, très contagieux et ça, c'est par le sang et vous mourrez en 24 heures. Donc, il y a eu une rhétorique à partir de toute cette confusion au départ.
avec les autopsies. Effectivement, vous avez travaillé dans le cadre aussi des épidémies Ebola, on en parlera volontiers après, mais c'est vrai qu'alors du coup, pour revenir sur ces tests maintenant qui se font, ces tests PCR, qui au départ se faisaient uniquement sur les personnes symptomatiques, je crois d'ailleurs qu'il fallait avoir une autorisation pour tester, puisque certains médecins m'ont dit à Genève qu'ils ne pouvaient pas tester leurs patients, hein, il fallait les envoyer à l'hôpital. Et maintenant, on teste à tour de bras, mais comment ça fonctionne alors, ce test? On a parlé Ouais. aussi des cycles d'amplification. Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche au moins? Oui, alors le mot, alors je vais me permettre de définir de nouveau, puis de remettre en question les définitions, parce que ce test, au départ, était pas le même, probablement, qu'aujourd'hui. Et c'est ça, toute une étude qu'on devrait faire sur les laboratoires qui ont fait des tests au début de la pandémie, qu'est-ce qu'ils utilisaient exactement comme test, et par rapport à maintenant la demande de tests de gens non malades. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère, mais il faudra bien rendre des comptes là-dessus un jour. Donc, au début, on testait pas les gens malades, mais on testait au moins pour savoir s'il y avait le Covid. Et à mon avis, ils avaient justement ces cycles d'amplification étaient normaux, étaient vers 25. Donc, ça veut dire qu'on dilue, on essaye d'amplifier le virus actif qui est pathogène quand il est actif pour une certaine mesure de 25. Et je pense qu'au début, on faisait ça. Or, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont changé même au début septembre. Il y a eu des législations avec Swissmedic en Suisse qui ont permis aussi des amplifications de ce virus euh, d'une façon test rapide, alors que normalement, quand un virus, au moins ce PCR, on a besoin, quand on a une détection de quelque chose d'actif dans ce virus ou des signaux de ce virus, on devrait le mettre en culture pendant une semaine et confirmer que c'est vraiment un virus actif. C'est pour ça qu'au début, il prenait beaucoup plus de temps aussi. Mais maintenant, c'est très rapide et ils prétendent en fait que c'est un test valable. Et le mot test, c'est même pire, ils parlent de cas. Alors qu'au début, on ne parlait pas de cas, on parlait de test. Maintenant, on parle test égale cas. Donc, si vous êtes positif, vous êtes un cas, comme si vous étiez un cas malade, pestiféré, etc. Et c'est vraiment la propagande de la pathologie, alors que le test a été amplifié, comme vous dites, pas seulement 25 fois, mais 40 à 45 fois en Suisse aujourd'hui. Et comme disent certains professeurs très connus, c'est de l'eau. C'est une dilution Oui, tellement élevée oui. que vous diluez, vous diluez, vous diluez, il y a plus rien. Il y a des débris, vous trouvez des débris de ceux qui ont eu le coronavirus, qui se sont battus avec leurs soldats T-cells et qui aujourd'hui ont des anticorps et on teste le fait que ces anticorps ou les débris qui sont de ce virus sont présents, oui, ils sont peut-être présents, mais ils ne sont pas actifs, ni pathogènes, ni infectieux. Et donc, il y a des études qui sortent aujourd'hui qui remettent en question toute la pandémie et toutes les décisions. Et c'est pour ça que aussi, c'est super qu'on puisse en parler ici. Il y a des études de Harvard. Aujourd'hui, il y a la CDC qui vient non, c'était hier. La CDC a produit un papier qui dit que ce test, on n'a jamais identifié de virus. Donc, on parle de quoi? Vous voyez? Et qui remettent en question Harvard, l'étude, et puis d'autres. 90%, 90% des tests PCR ne sont pas pathogènes ni infectieux et ne mesurent pas l'infectiologie ou la pathogénicité du virus. Donc, quand vous êtes testé positif, c'est possible que vous ayez des anticorps ou c'est possible que vous avez justement combattu un virus et que vous n'êtes pas du tout Covid positif, vous n'êtes pas un cas malade, vous n'êtes pas besoin de vous confiner, pas besoin de Parce fermer que les là, frontières. quand vous parlez de souches mutantes, en fait, de virus qui mutent, qui a Mmh. changé, en fait, Oui. est-ce que les tests aujourd'hui sont capables de reconnaître des souches qui mutent? On parle de spécificité. Comment ça fonctionne alors? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a des bases communes dans tous les coronavirus, vous voyez. Donc après, il y a des branches, mais quand quelque chose mute, vous devez, comme font certaines cliniques à Marseille, ils décodent le génome, ils prennent le génome et ils regardent les séquences du génome pour voir quelle mutation on trouve dans le génome du virus. Et donc, ces séquences-là,
vous disent que ce génome c'est une poire, c'est pas une pomme, ou vous voyez, c'est des fruits, mais et donc vous n'allez pas vacciner une pomme pour une poire, alors que ça marchera jamais. Vous voyez, il y a toute une conséquence aux mutations de ce virus. C'est que on teste pas pour le bon, on ne vaccinera jamais pour celui-là. C'est comme le papillomavirus, qui a aussi de nombreuses souches, ou bien la grippe. Simplement, la grippe a plusieurs souches. On vaccine pour la grippe de l'année dernière, qui ne marchera pas pour la souche cette année. Donc, c'est de nouveau une rhétorique qui joue pas du tout. Alors, je fais juste une parenthèse parce que vous venez d'évoquer le vaccin contre la grippe qui est basé sur les souches de la saison précédente. Par rapport aux chiffres qu'on a, on a perdu les morts de la grippe en Suisse depuis mi-mars 2020, puisque selon l'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, comme les symptômes étaient similaires à ceux du Covid, ils ont arrêté de recenser les cas de grippe, les cas de décès de grippe. Comment on va faire du coup pour faire ce vaccin pour la grippe 2020-2021? Ouais, un petit mot alors sur cette situation. Donc, d'après les rapports et experts, l'année dernière, la grippe influenza A est arrivée en décembre, la B en janvier, et le coronavirus un peu en même temps, en février, mars, comme ça. Donc, c'est saisonnier. Et le coronavirus est saisonnier aussi, puisqu'on a un pic et la descente du pic. Aujourd'hui, on a moins 97% de décès et plus 40 à 60% de tests. Oui, donc, il y a quelque chose qui ne joue pas. Maintenant, cette année, ce qui est en train d'arriver, c'est que ce coronavirus a perdu des capsules. C'est comme une fusée, le Covid-19. C'est une fusée qui, quand elle se transmet de personne en personne, elle perd de la force. Elle perd des capsules et ça a été étudié à Singapour. Il y a un article qui est sorti le mois dernier pour montrer que dans la séquence du génome, le ORF8, qui est une nucléide qui est au milieu du génome, elle a lâché sa capsule et que c'est lié à un état non pathogène, non contagieux. Donc, on sait déjà que ce coronavirus 19, il a muté, mais il est encore présent et il se promène, en fait, à travers les gens. Il se recompose avec d'autres virus, le rhinovirus qui est endémique, par exemple, dont on parle jamais. On fait pas des tests du rhinovirus, il est partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par exemple, il y a tout à coup des poches de contamination, par exemple du Maroc, qui viennent de 23 personnes qui ont un genre de nouveau virus recomposé. Et donc, on les soigne, ils sont soignés et puis ils ressortent. Mais ce qui arrive maintenant, ce Covid-19 a perdu de la force et il se promène. Et quand la grippe revient, une nouvelle souche mutée revient, ils vont s'amuser à se recomposer. Et donc, effectivement, on peut être prêt à une grippe, mais sans panique. On va voir, on va se soigner avec ce qu'on sait comme traitement. Et dans les traitements, on peut en parler après, mais c'est en fait de l'immunothérapie soi-même, c'est-à-dire qu'on mange très bien, on dort, on boit beaucoup d'eau, on prend des vitamines C, D, zinc, qui sont maintenant étudiés, et puis on est préparé. Mais le vaccin qui va être proposé n'est pas le vaccin du virus qui arrive. Peut-être que celui de l'année dernière va se repromener, mais comme il ne peut pas prendre l'avion, c'est peut-être moins probable qu'il aille aussi vite. Mais c'est toute une... c'est tout un mélange qu'on vit tout le temps. Et voilà, donc on vit tout le temps. Est-ce qu'on peut dire, docteur, que plus un virus est contagieux, moins il est dangereux? Plus il est contagieux, moins il est dangereux. Moins il peut être mortel, en fait. Est-ce que c'est inversé? Vous parliez d'Ebola tout à l'heure en disant que c'était foudroyant, mais la Terre serait dépeuplée si on avait tous attrapé Ebola ici. Oui. Pourquoi Ebola n'est pas arrivé en Suisse, par exemple? Pourquoi on n'est pas tous morts si en 24 heures on meurt? Est-ce que c'est inversé le fait que ça soit très mortel rapidement au fait que ce soit peut-être moins facilement contagieux? Oui, alors chaque type de virus a des différentes morphologies et types de transmission, d'incubation, etc. Ebola, on le connaît depuis très longtemps, comme le coronavirus d'ailleurs, c'est pas nouveau le coronavirus. Et à l'OMS, il y avait un spécialiste de Ebola qui avait déjà été dans les premiers, un Français médecin qui était brillant et qui m'a bien expliqué que le Ebola, c'est vrai qu'il y a des films qui ont été faits comme Outbreak, Alert, avec Dustin Hoffman qui sont assez intéressants.
que le public peut regarder, mais c'est pas du tout le même virus. Alors, il m'a expliqué. Il est très contagieux. On a l'impression que c'est paniquant, mais en fait, il est très facile à, à contenir. Parce que si on est éduqué, ce qui était le problème du dernier Ebola, les gens ne sont pas éduqués, les médecins non plus. On en reparlera. Et ben, si on est éduqué, on sait qu'on n'embrasse pas les gens, on touche pas les morts, on fait pas d'autopsie, parce qu'on sait que c'est hyper contagieux. Mais vous pouvez, dans un village, très facilement contenir ça, et ça se propage pas du tout comme un virus. Ça, pas du tout par air, c'est par toucher le sang et des gens très proches, voilà, comme ça. Donc, voilà, c'est pas du tout le même, et c'est pas du tout transférable ni généralisable, cette peur d'Ebola. Oui, parce que maintenant, on nous fait peur avec les capacités des lits. D'ailleurs, c'était le cas au mois de mars. On nous a dit Oui. les soins risquent d'être complètement pris d'assaut, il n'y aura plus de place. Je ferai prochainement une vidéo vraiment spécifiquement sur les vrais chiffres des décès dans l'hôpital universitaire de Genève, donc qui était l'épicentre des soins Covid, parce que là, on va en apprendre des belles. Je ne sais pas si vous avez aussi eu des confrères qui ont envoyé des tests PCR neufs à des laboratoires et qui sont revenus positifs. Parce que moi, j'ai eu le cas d'une confrère à vous, docteur, avec qui j'ai eu un échange hier encore, qui m'a confirmé ça. Elle a des confrères aux États-Unis qui ont envoyé donc des tests PCR neufs dans l'emballage d'origine à des laboratoires. Ça a été fait aussi en Suisse. Et ils sont revenus positifs. Est-ce que vous avez entendu ce genre d'histoire de votre côté ou pas? Moi, j'ai entendu beaucoup de critiques, plutôt des tests avec le coton-tige dans le nez qui est une C'est-à-dire? aberration. Si vous voulez, cette zone du nez est très, très sensible. C'est une des plus sensibles qui prend des nanoparticules très rapidement et c'est la plus proche du cerveau. L'odorat, on devrait avoir des docteurs odorat. C'est une science qui est très peu étudiée en médecine parce qu'elle peut guérir, mais elle peut aussi rendre malade. Et ils mettent ce coton-tige qui, au fond, tout près de la barrière hémato-encéphalique et ça n'a pas étudié. On sait qu'il y a eu des perforations, on sait que tout ça, mais pas le système de précaution. La moindre des choses, c'est d'essayer de trouver un autre test. Et pourquoi ils n'ont pas fait des tests salivaires qu'on fait normalement toujours, qui n'est pas du tout invasif? Pourquoi tout à coup ils vont nous mettre ce truc dans le nez? Vous voyez, ça, c'est quelque chose que moi et d'autres scientifiques en France, on se pose des questions. Il y a des études qui ont montré vraiment que c'est une des zones avec où on peut mettre des nanoparticules, donc même un coton qui a mal été fait avec des choses chimiques peut transmettre des nanoparticules. Voilà. Alors, moi, je trouve ça aussi, c'est quelque chose d'aberrant. On utilise des choses qui n'ont pas été utilisées avant dans une maladie qui se propage et on fait un pataquès dans le monde entier pour ça. Ouais, ça. L'autre, ce que vous me dites, PCR positive, non, j'ai pas eu de retour de mes collègues là-dessus. On conteste surtout le fait que dans le test, on ne mentionne pas le nombre d'amplifications du test. Oui, Je suis en c'est plein vrai. dans un projet aux États-Unis avec le Canada qui en ce moment oblige les gens à être testés chaque 15 jours pour rentrer dans une vie normale ou aller à l'école pour les enfants. Et donc, on dit, bon, ben d'accord, on va faire, c'est un test bioacoustique, vous voyez, de la voix qui a des molécules qui ont des signaux électriques, électromagnétiques qui pourraient diagnostiquer. C'est une nouvelle science et c'est très intéressant parce qu'on n'aurait pas besoin d'invasion. Et on est en train d'essayer de trouver simplement quelle amplification du test. Mettons des mots à ce PCR et comme ça, on pourra étudier quand on arrive à analyser ce diagnostic avec des PCA, avec une amplification de dilution de l'eau, bien, ce qui est la norme de 25 à 30, ce qui n'est plus utilisé, on dirait, aujourd'hui. Tous les pays devraient marquer en transparence et éthiquement combien d'amplifications de tests ils font. Aujourd'hui, Oui, c'est c'est ça. vraiment quelque chose qu'on doit demander comme peuple, comme médecin, comme C'est ça. scientifique. C'est Oui, la les base médecins de devraient, toutes les décisions. devraient demander ça puisqu'ils reçoivent les résultats des tests pour leurs patients, Oui, mais au final, ils ne savent pas sur quel cycle d'amplification le test est révélé positif. voilà. Et on voit effectivement qu'il y a un lien entre le nombre de cycles d'amplification, plus on monte et moins, en fait, on peut cultiver le virus en laboratoire, ce qui pourrait du coup
donner une indication sur notre niveau de contagiosité. Alors, on parle beaucoup de Bah oui. protéger les personnes à risque. On nous a dit qu'à partir d'un certain âge, on était une personne à risque. Toutes les personnes qui ont 75 ans, qui sont en pleine forme dans la rue, est-ce qu'on peut considérer que l'âge est un facteur à risque ou c'est plutôt son état de santé? Qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait, de toute cette Oui, culpabilisation qu'on fait aussi aux jeunes, hein, parce que les jeunes, vous avez vu hein, ce qui est paru beaucoup avec je vais pas tuer mamie, papy avec des enfants avec des masques. Qui est ce groupe à risque vraiment? oui, ça Qui sont morts de ouais, Covid? c'est une de mes spécialités c'est le vieillissement et c'est justement exactement ce que vous dites, c'est la prévention dans tous les domaines de la santé, de la maladie. C'est vraiment un scandale et c'est une stigmatisation des personnes âgées de dire 65 ans et plus, vous êtes tous dans le même groupe. Aujourd'hui, on est 4 à 5 générations qui vivons ensemble, dont 2 à 3 générations à la retraite. On sait que les personnes qui sont en fin de vie sont plus du côté des 80-90 ans que du côté des 65. On le sait. C'est l'espérance de vie qui est juste une moyenne piège, j'aime pas toujours la mentionner. Mais si vous voulez, c'est pas du tout l'âge, c'est les biomarqueurs, quel que soit l'âge. Ah, Biomarqueurs et c'est aussi, quoi un biomarqueur alors pour les personnes alors, qui savent pas? oui, alors bio, c'est biologique, hein, c'est un marqueur métabolique, biologique. C'est-à-dire qu'on va à l'intérieur du corps et on regarde quel est l'état biologique, santé, maladie, sur le curseur de très malade jusqu'à très bonne santé, puis ça peut bouger, hein, de voir si quelqu'un est très malade, a des polymorbidités. Ça, c'est la première chose, qu'il a plusieurs maladies en même temps, donc plusieurs médicaments, donc des interactions médicamenteuses dans le corps ou alors un syndrome métabolique, c'est pour ça que l'obésité est à risque, quel que soit l'âge, c'est que ce syndrome métabolique est une usine à gaz, c'est des inflammations chroniques continues du corps, et que si un virus vient comme ce virus-là, qui a en particulier attaqué l'hypoxie, enlevé l'oxygène dans la circulation, les cellules soldats, elles n'arrivent pas à se mobiliser, c'est trop difficile. Voilà, c'est les biomarqueurs et pas l'âge. Et chez les personnes âgées, vous remarquez, c'est très bien documenté maintenant et de plus en plus, c'est plutôt des moyennes à 84 ans qu'à 65. Mais il ne faut pas négliger que les jeunes qui décèdent sont des gens immunodépressifs, donc ils ont une immunité très faible, ils ont peu de soldats pour combattre dans leur corps parce qu'ils sont en mauvaise santé ou ils ont une faille quelque part. Et par exemple, l'obésité aux États-Unis, il y a eu ou alors ils meurent parce qu'ils sont maltraités. Donc, vous voyez, c'est soit les biomarqueurs, soit maltraités. Et comme par hasard, les décès chez les personnes âgées sont arrivés dans les maisons pour personnes âgées de retraite. Et dans les maisons de retraite, c'est là où c'est très médicalisé, où les personnes Alzheimer, elles sont à 1 année, 3 mois de leur décès. On sait que c'est là que les personnes sont le plus à risque de tout. Et c'est en principe, comme on dit en anglais, le hanging fruit, le fruit qui pend et qui est très faible, qui tombe. Mais aussi avec la Alors, grippe. Aussi on a avec la fait quoi grippe. ensuite, justement? Est-ce que vous savez comment on a pris en charge ces personnes-là, du coup, pendant la grosse, on va dire la première saison du Covid? Puisque maintenant tout le monde parle de vague, vous parlez de saisonnalité, hein, c'est vrai que c'est plus logique effectivement. Donc dans la saison 1 de l'épisode Covid, comment on s'est occupé de ces personnes âgées? Est-ce qu'elles ont été, hospitalisées au HUG? Est-ce que vous savez, quelles a été les réglementations? Alors, je n'ai pas les données et j'ai pas encore les données complètes. J'ai que des histoires. Et j'ai des histoires horribles et j'ai des histoires de réussite. Alors, c'est difficile de généraliser. Il y a des maisons de retraite qui sont très conscientes et qui ont pris des très bonnes mesures assez rapidement, puis il y en a d'autres qui ont attendu parce qu'ils comprenaient rien. Oui, un des problèmes avec ce coronavirus, c'est la mauvaise information, non transparente et pas pour aider le peuple à aller mieux. Non, c'est le terrorisme d'information et de communication qui fait que les gens paniquent et savent plus quoi faire. Il y a confusion et contradiction dans l'information tout le temps. C'est peut-être la pire chose qui nous est arrivée. C'est ça Mais le c'était vrai pas contagieux. on a eu un conseil scientifique, quand même, c'était, j'imagine au départ, en théorie, leur rôle de conseiller Ouais. les preneurs de décision. Il y a eu des failles là, à votre avis? Alors oui, j'ai trouvé un rapport la Task Force nationale scientifique du Covid-19. Quand vous lisez ça, et je connais les personnes qui sont là-dedans, qui sont soi-disant dans l'éthique, il y a tout ce qu'il faut faire
et tout ce qu'ils n'ont pas fait. Et dans ce comité scientifique, qui prend la parole et dit au peuple pour le protéger éthiquement, ils sont là pour aider le peuple, eh ben, qui va dire à la politique, c'est faux là, c'est quelque chose ne va pas. Éthiquement, vous communiquez mal, éthiquement, il y a des contradictions, éthiquement, vous n'avez pas le droit, ni... Alors, c'est intéressant parce qu'on revient aux régulations sanitaires internationales que les États ont signées, la communication du risque et les mesures prises sur la base de données scientifiques doivent être remises à jour tous les jours, tout le temps. On fait des réévaluations et on ne peut pas, on doit prendre des mesures appropriées pour la protection des personnes, mais pas pour pas contre l'économie générale, microéconomie, et pas contre leur mode de vie sanitaire. Voilà, donc il y a beaucoup de mesures. On ne peut pas empêcher les gens de voyager, on ne peut pas empêcher les gens de sortir, ni les masques. D'ailleurs, l'OMS dit que les masques, c'est inutile, enfin, il ne le recommande pas. Donc, à quoi sert l'OMS si la Suisse signe une convention et qu'elle applique le contraire, basé sur une évidence qui n'est pas là? Donc, bon, oui, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et ce comité scientifique, et je ne me gêne pas de le dire, il y a des personnes comme Dr Samia Hurs de l'Université de Genève qui sont dedans, ils font rien. Ils font, c'est de l'éthique politique. C'est pas de l'éthique dans le sens propre du terme d'une pandémie qui est très différent et dont j'ai fait partie. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éthique. En France aussi, il y a eu beaucoup de morts en EHPAD. Au Québec aussi, qui nous écoutent beaucoup sur ma chaîne et je les salue d'ailleurs. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a laissé mourir les personnes âgées. Dans le cadre, en tout cas, des protocoles de réanimation, il y a eu au début des consignes qui étaient données. Alors, est-ce que c'est l'OMS qui donnait ces consignes d'intuber comme ça à partir d'un besoin de 6 litres d'oxygène? On retrouve certaines données comme ça par rapport au discours de certains établissements. Je ne sais pas, ça a changé entre-temps, après, parce que tout le monde se téléphonait dans les réseaux réanimatoires. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous pensez qu'on en est toujours là est-ce que vous avez un son de cloche, peut-être de confrères qui vous disent: «Oh là là, ça recommence dans les hôpitaux»? Parce que là, on sent, on va dire, le citoyen lambda, il passe dans la rue, je pense pour beaucoup, ils se disent: «Ça commence de nouveau à chauffer dans les hôpitaux, ça recommence, on va se finir intubé». Quelle est la réalité, en fait, derrière, dans les coulisses maintenant? L'intubation, ça a été et ça va on va rendre des comptes de nouveau. Un jour, on va pouvoir le dire plus fermement avec plein de données. L'intubation, c'est une procédure vraiment en fin de course. On essaye de le faire le minimum possible parce que la survie est pas très élevée. Donc, il y a des grands risques. Aux États-Unis, on sait que les personnes à New York ont été intubées parce que vous êtes payé 15 000 $ si vous intubez, vous êtes payé 5 000 $ si vous avez un cas Covid comme subvention. Donc, ça pousse à mettre les gens en intubation si tout à coup, derrière, il y a une politique qui vous pousse financièrement ou autre à le faire. Donc ça, maintenant, on est revenu dessus, on essaie d'intuber le moins, on met plus des inhalateurs, des oxymètres, on dit aux gens de rentrer avec l'oxygène, on a compris la maladie. Le problème, c'est qu'on ne comprenait pas les symptômes, pourquoi tout à coup, c'était une flambée de cytokine storm. Maintenant, on comprend mieux que la circulation de l'oxygène était un des problèmes, que c'était pulmonaire et inflammatoire dans certains, enfin, c'était très spécifique. Mais maintenant, on sait, donc, les protocoles sont beaucoup mieux mis en place, bien qu'il y a beaucoup de combats entre l'hydroxychloroquine, les inhalateurs de corticoïdes, mais ça, je crois que maintenant, c'est bon. Et puis, l'immunothérapie avec des vitamines, etc. Donc, on a un meilleur protocole, on intube moins, on décède moins. Et ce que vous soulevez par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il faut revenir dans la définition des discours politiques et scientifiques. Et de nouveau, il y a des cas. Alors, allons voir les nombres. Il y a des cas, c'est pas des cas, c'est des tests. Parce que ce mot cas, vous voyez, c'est comme quand vous dites, je suis sûre que les gens qui m'écoutent vont comprendre. Quand je vous dis, c'est un cas celui-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Quand vous mettez le nom cas, vous dites, ça y est, il y a un problème. Et ils sont en train d'inférer les gens, la peur qu'ils ont eue en mars, à ce qui se passe maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Il y a eu phase 1, hyper grave, difficile,
OK, c'était une grippe qui a été. Le problème, c'est qu'il y a eu le même nombre que dans les grippes normales, mais le Covid-19, c'est tout arrivé en même temps. Tous en même temps, maltraités. Et du coup, il y a eu des bouchons dans les hôpitaux et on n'avait plus de lits et puis on ne savait pas comment soigner. Puis je pense que même les professionnels de santé étaient paniqués et puis ils entendaient des tas de choses sans aller avec leur propre instinct. Il y a des cliniques qui ont très, très bien géré ça et d'autres moins. Donc ça aussi, ça va faire on va rendre des comptes à la fin. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre OFSP, vous prenez les rapports de l'OFSP, mais pas juste sur aujourd'hui et la semaine, hein, parce que là, j'ai mon cousin qui me montre. Oui, il regarde les cas et tout. Il me prend une semaine et il me montre, bien sûr, une courbe qui monte sur quelques cas. Mais quand vous prenez depuis le début de l'année, et j'invite tout le monde à le faire, vous prenez le début de l'année et vous regardez, c'est vraiment moins 97% de décès. Et donc, ce qu'il y a, c'est des fluctuations. Il y a bien sûr qu'il y a quelques décès, mais dans la moyenne, on est toujours à peu près comme à la grippe. Donc, si vous comparez les années, puis les mortalités à travers chaque année, il n'y a pas plus de mortalité aujourd'hui que les autres années. Donc, moins de décès, mais beaucoup plus de tests, avec un test qui n'est pas fiable et qui ne mesure pas ni votre contagion, ni votre maladie, puisque en Suisse, on applique l'amplification maximale. C'est peut-être parce qu'il y a 3 pharma dans les top 10 du monde en Suisse. Mais qui c'est qui fait de l'argent là-dedans? Vous voyez, on peut se poser les questions. Qui fait de l'argent à obliger les gens à faire des tests? Ensuite. Vous savez, docteur, moi j'ai un regret, c'est de ne pas avoir de laboratoire. C'est mon grand regret pour 2020 parce que finalement on se dit, mais si seulement on avait pu avoir un laboratoire de test, ça aurait été la baraque. Oui, mais il y aura... Je pense qu'il y en a qui ont fait une belle année 2020 entre nous. Ça, c'est sûr. Il va vite en inventer un, là. C'est ce qu'on Donc, fait en avec fait, le Canada, là. Et on essaye de faire quelque chose de beaucoup plus soft, où c'est pas invasif et que ça se fait en une minute, quoi. Oui, il y a comme de la compétition pour des tests. C'est peut-être la belle histoire du drame qu'on a vécu cette année, c'est qu'il y a des tas d'innovations qui sont en train d'arriver pour gérer, détecter une nouvelle science qui va se mettre en place avec de l'éthique, avec des vrais scientifiques. Et puis, on va commencer le peuple a appris énormément en santé. Il est beaucoup plus conscient de la santé grâce à la maladie, oui. Donc, il y a oui, quand c'est même des ça. côtés Et positifs. donc, finalement, si on résume tout ça, aujourd'hui, personne ne peut être absolument formel, hein, donc mettre sa vie en jeu. C'est-à-dire que s'il a tort, il meurt. Être formel, c'est ça. C'est ne pas laisser la moindre once de suspicion. On ne peut pas aujourd'hui être formel, si j'ai bien compris, sur le fait que le virus a été isolé clairement. On ne peut pas être formel que les tests PCR, du coup, sont fiables puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils doivent chercher. Les virus mutent, donc de nouveau, quelle est la spécificité d'un test avec toutes ces souches? Est-ce que c'est fiable? On ne peut pas être formel sur le fait qu'on amplifie trop et que, en tout cas, les médecins, ça c'est absolument sûr et certain, en tout cas dans notre région, puisque nous sommes toutes les deux basées à Genève, n'ont pas la notion du nombre de sites d'amplification sur les résultats de leurs patients pour dire que le test est positif. Donc ça, on peut être formel là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de courant. Personne ne le demande, en tout cas moi, les personnes à qui j'ai demandé. Et pour résumer, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que effectivement, on teste plus, il y a plus de cas positifs, mais le nombre de morts s'est effondré de 97% par rapport au début de cette histoire de Covid. C'est ça. Est-ce que j'ai résumé juste? Oui, c'est très bien. Et je peux vous dire que tout ce que vous dites est documenté. Donc, Oui. je veux insister là-dessus. C'est pas juste des croyances. On est en train en fait de déconstruire des fausses croyances parce que on a trop asséné des fausses croyances. Et le test n'est pas un test fiable parce que les gens sont asymptomatiques et pas malades. C'est un test simplement de trace d'un virus qui est inactif et il faut faire des cultures, il faudrait faire un deuxième test avec des vraies cultures pour vous prouver que vous êtes vraiment malade. Et si ceux qui ne sont pas sûrs, qu'ils aillent demander au laboratoire de faire une vraie culture avec un cycle d'amplification de 25, disons 30, pour être sûr. Et voilà, ils auront un vrai test. Ça, c'est vraiment important.
Donc en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas été contacté par, des médias pour parler de tout ça jusqu'à maintenant alors? J'ai fait partie, en fait, en partie depuis la salle, parce que, et puis j'ai donné une conférence aussi devant des politiques la semaine dernière, ouais. Et il y a eu un débat qui n'a eu aucune publicité, pas beaucoup, à l'université de Genève avec le docteur Pittet, professeur Pittet, et puis Pierre-Yves Maillard, avec une journaliste la Tribune de Genève. Et je peux vous dire, c'était normalement un débat. Et la journaliste a poussé tellement ses propres réflexions que il y a aussi eu Thierry Magnin de l'université de Lille, le recteur là-bas, qui a aussi parlé, il y a eu plus que 10 minutes pour le débat. Je me suis dit, ils font exprès, c'est pas possible. Et alors là, je connais très bien le professeur Pittet et Pierre Maillard parce que je les invitais au master de santé publique pour parler quand on avait des semaines sur les pandémies ou autres. Et là, je suis intervenue. Et je suis intervenue en disant, alors, on va devoir rendre des comptes. On va devoir rendre des comptes, question, ne croyez-vous pas, parce qu'au niveau politique et scientifique, il y a des choses qui jouent pas. Il y a des choses fausses, et c'est exactement ce que vous décrivez. C'est au niveau politique, en plus, on peut dire, il y a ces régulations sanitaires internationales, ceux qui veulent, ils vont l'étudier, je vous montre juste, qui ont été signées par tous les États, vous le trouvez sur Internet dans toutes les langues, signées par tous les États, avec des annexes, avec tout ce qu'il faut faire, avec ce qu'on ne peut pas faire par rapport aux droits des personnes, et par exemple qu'il faut baser sur l'évidence, les décisions politiques, qu'il faut toujours réévaluer, être transparent dans la communication. Ça n'a pas été appliqué, il faudra rendre des comptes. Ensuite, c'est pour ça qu'au niveau international et au niveau national, il y a énormément de procès en cours. Vous avez vous-même posté une vidéo super intéressante sur Dr Fulmich qui attaque avec la class action les États-Unis et l'Allemagne. Mais sachez qu'en Suisse aussi, il y a des procès, de nombreux procès contre l'État, contre X, pour les mises en danger, fausses informations, atteinte aux libertés, etc., etc. Donc, au niveau politique, il faudra rendre des comptes. Ensuite, au niveau scientifique, il faudra rendre des comptes. Qui sont ces scientifiques que les politiques, sur lesquels les politiques se sont appuyés? Si c'est que des épidémiologues, moi, je peux vous dire, pour avoir travaillé de nombreuses années avec des épidémiologues, c'est la vision tunnel. C'est pas forcément des spécialistes de la pandémie, ni des déterminants sociaux, culturels, ni de la biologie et de la microbiologie, et surtout pas de l'immunologie. On a un brillant professeur en Suisse qui est le professeur Stadler, qui est un des tops au niveau de l'immunologie, qui a dénoncé ce test PCR, mais en long et en large. Il est entendu à l'Assemblée parlementaire, au Conseil fédéral. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Qu'on fait plus de tests alors qu'il dit que le test n'est pas valable. Vous voyez? Donc, là, il faudra quand même rendre des comptes. Il faut rendre des comptes sur le confinement. Il faudra rendre des comptes parce que ça crée des maladies. En fait, toutes les mesures prises sont non seulement une communication du risque qui fait peur, mais en plus, c'est pas pour la santé et le bien-être de la population. Et on paye le gouvernement en tant que, on paye des taxes, hein. Faut pas que les gouvernements oublient que c'est le peuple qui les a élus et qui paye leur salaire. Bon, peut-être pas Trump parce qu'il n'accepte pas de salaire, mais si vous voulez, normalement, on devrait remettre quand même l'église au milieu du village scientifique, je veux dire. Oui, absolument. C'est vrai que on le rappelle jamais assez. Au départ, nous élisons des personnes en pensant qu'elles seront plus compétentes que nous pour gérer et trouver les bonnes personnes pour les conseiller. Force est de constater que nous sommes en droit de nous poser quelques questions et d'émettre un certain nombre de doutes par rapport à tout ça, puisque maintenant, chaque mois qui passe, nous avons du recul. On se retrouvera pour faire les comptes à la fin du mois à la fin de l'année ou début de l'année prochaine pour voir finalement le nombre de morts en 2020 et le nombre de morts en 2019, peu importe les causes. En tout cas, cet été, je pense que comme moi, docteur, vous avez pu lire un certain nombre d'articles aussi dans la JIFI, qui était le premier journal à dire que la Suisse n'était pas en surmortalité. Voilà, on verra. Chaque jour qui passe nous donne du recul nécessaire. Alors maintenant, du coup, on a quand même des milliers de personnes qui sont mises en quarantaine en Suisse, qui sont saines. Vous, par rapport à ça, est-ce que vous avez un avis? Récemment, l'OMS a dit qu'elle ne conseillait pas le confinement et prenait même la Suède en exemple. Alors, on n'arrive plus à suivre en fait, hein, on n'arrive plus à suivre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça par rapport au confinement et aux quarantaines?
Hem, Moi, je sais qu'il y a beaucoup de politiciens qui se posent des questions parce que c'est ceux à qui j'ai parlé, ils savent qu'il y a quelque chose qui joue pas. Ils savent très bien. Mais comment est-ce qu'on va démanteler la chaîne des décisions? Et comment on arrive à savoir qui dit qui à quoi et qui prend des décisions sur qui? Et la seule façon, malheureusement, c'est qu'il va falloir mettre sur papier et les procès qui sont en cours, où je suis témoin aussi scientifique avec d'autres, comme le professeur Stadler ou Zurcher de Santé Suisse, hein, qui a parlé aux parlementaires, qui a fait des missives, qui est vraiment très bien documenté. Il va falloir quand même qu'on nous explique pour essayer de arrêter ce mensonge d'État. Donc, il y a vraiment, et je ne suis pas convaincue si c'est tout documenté, donc le mensonge du PCR, en tout cas, c'en est un, on amplifie, c'est plus une mythomanie, enfin, en tout cas, il va falloir qu'on nous explique pour démanteler et avoir un plan d'arrêt, de sortie maintenant de cette histoire qui est en train de nous arriver. Il faut qu'on arrête. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation mondiale et suisse? Pourtant, la Suisse est un petit pays, je pense qu'on va pouvoir gérer, où même les Suisses allemands ne portent pas de masque, hein, et ici en Suisse romande, on en porte. Vous comprenez, vous? Comment, Non, où est la alors logique? non, vous savez, je suis pas le bon exemple pour parler de compréhension par rapport à ça. C'est vrai que c'est 2 mondes complètement différents. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé à Berne aussi, hein, ils ont des nouvelles mesures. Mais c'est vrai qu'on comprend pas. On comprend pas, maintenant pourquoi à Paris, vous allez au restaurant, docteur, vous vous asseyez à table, eh bien, vous devez laisser votre masque maintenant tant que votre plat n'est pas arrivé. Vous vous rendez compte? Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'économie parce que c'est peut-être moins votre domaine, mais on se rend compte, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent donc restaurateurs, commerce et cetera. Maintenant, on a parlé des quarantaines. Il y a vraiment beaucoup de personnes, j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit pas être loin de 15 000, en tout cas en Suisse, personnes mises en quarantaine qui vont bien. Des personnes qui font du télétravail aussi, tellement de gens. En ville, il y a de moins en moins de monde. Bon, bah, OK, finissons de ruiner l'économie aussi comme ça. Tout va s'enchaîner de façon très accélérée, je pense. Ouais, c'est pour ça que c'est dommage d'aller vers la révolte du peuple et la deuxième révolution française, parce que on pourrait l'arrêter avant. C'est pas possible. Oui, même le docteur Pittet, hein, et là, il était très bien dans le débat. J'ai quand même vu qu'il est modéré. Il a baissé, ils ont baissé pavillon dans le sens, je crois qu'ils s'en rendent compte qu'il y a quelque chose qui joue pas. Il a dit, on sait très bien que ça se transmet par gouttelettes et pas, comment, c'était pas par aérosol, etc. Et puis que ça vous saute dessus, vous voyez, le virus. Donc, ça n'a aucune justification. D'ailleurs, ce masque, on sait qu'il marche. Il marche que pour ceux qui sont vraiment malades. Donc, ce serait mieux de les demander à eux. Puis même, les chirurgiens, en fait, ils émettent 2 masques, hein. Donc, ça fait aucun sens. Les médecins, maintenant, doivent même mettre en Suisse. J'ai pris mon père chez le médecin, il a au moins 85 ans, et il parlait dans le masque, dans son cabinet, et mon père comprenait pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Non, mais c'est quand même un comble. Vous allez chez le médecin, il n'arrive pas. Moi, je refuse de mettre le masque, mais je le mets juste pour être poli, des fois, mais voilà, c'est pas possible. Ouais, donc, en fait, il va falloir démanteler la France. Je pense que la France, c'est celle qui va le plus éclater parce que c'est vraiment la pire situation, je pense, en Europe. Et malheureusement, ils sont en train de contaminer cette communication et cette politique sur la Suisse romande. Et comme les Oui. politiciens sont mal éduqués en termes de pandémie, de biologie, d'immunologie, ils font comme les autres un peu, et j'en ai l'impression dans la cour d'école de celui qui est le meilleur gouvernement, qui font le plus de mesures. Vous voyez, on est tombé dans un paradoxe où ils regardent plus le voisin que vraiment ce qui se passe au niveau scientifique. Et Oui. c'est un peu une catastrophe politique, je trouve. Oui, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas appris à l'école à gérer sa peur. Et finalement, on se retrouve avec, tout le monde qui voilà, qui va aller, râler dans son coin et puis dès qu'il y a un débat, il y a plus personne, hein. Enfin, il y a peut-être un peu plus maintenant qu'au départ, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde est mort de trouille, personne n'ose Ouais. vraiment parler. On a aussi des politiques qui testent leurs mesures, sur les réseaux sociaux en disant: «Bah, on pense faire ça». Ensuite, ils regardent comment les gens réagissent, puis ensuite ils adaptent. Donc on se dit: «Mais est-ce que» donc là, je parle en l'occurrence des prochaines mesures à Genève où on a entendu en fin de semaine passée qu'il se pourrait, docteur, que si vous organisiez
un événement chez vous, par exemple 15-20 personnes pour une fête, eh bien vous seriez obligé d'annoncer cette fête aux autorités. Votre voisin pourrait tout à fait vous dénoncer si vous ne suivez pas le règlement. Bon, eh bien, on se demande la gravité d'une crise sanitaire. Si on doit tester des mesures ou tester l'opinion publique en les lançant sur les réseaux sociaux, puis voir et adapter en fonction. Donc, on verra demain comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, si c'était si grave, est-ce que dans ce cas-là, on demanderait l'avis du peuple? Peut-être pas. Ah Quand oui, c'est vraiment très grave, on fonce, on prend des mesures. Bon. Et puis, par rapport au masque, c'est vrai qu'on entend le docteur Pitet qui, depuis le départ, dit que c'est pas forcément la panacée, on peut se mmh, contaminer. Puis finalement, quand on est vraiment malade, docteur, qu'on a des symptômes, puisque ça se transmet par gouttelettes quand on est malade, est-ce qu'on a envie de sortir? Est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on sort de bah chez non. soi? En général, quand on est vraiment terrassé par une maladie gravissime, on n'est pas trop en mesure de sortir et puis d'aller s'amuser, en ville et de contaminer tout le monde. Enfin, je sais pas. Moi, c'est le genre de questions que je me pose. Je m'en pose beaucoup, hein, des fois un peu trop. Non, c'est Je bien, voulais vous demander heureusement. pour Heureusement, pour et je veux finir vous dire juste oui, ça, c'est que c'est une ingérence dans la vie privée des gens et un abus de pouvoir. Et donc, un des espoirs, on a quand même un pays qui est basé sur les référendums. Il y a des référendums qui circulent, il y a des pétitions, je veux dire, il y en a plusieurs qui ont passé. Où on en est pour voter là-dessus, là, et commencer à informer les gens comme il faut. Il y a aussi une peur chez les politiciens, vous savez. Donc, vous savez, des fois, le problème, c'est que les personnes qui ont peur, elles sont des moujons. Vous connaissez cette expression? oui, 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 je l'ai vu passer Les moutons effectivement. pigeons. Mais justement, donc, alors, ce que vous faites, c'est super parce qu'on essaie d'informer plus les gens, de vous poster, vous mettez des références et vraiment tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, moi je suis prête à vous apporter les références, des articles, etc. Comme ça, les gens peuvent être éduqués, voir qu'on s'appuie sur quelque chose d'intéressant. Et peut-être la clé de toute cette histoire, c'est dans la méthodologie. Je veux dire un mot là-dessus. Oui, volontiers. Parce que j'ai fait de la recherche, ça fait 30 ans que je fais de la recherche. J'ai commencé en clinique, j'ai commencé à l'OMS d'abord pour un master sur la santé mentale dans les différents pays, etc. Mais après, on m'a pris en gériatrie, on a fait une étude de population, après clinique, après recherche, après des autopsies, etc., jusqu'à la santé publique. Et dans le vieillissement, c'est un des sujets les plus compliqués parce qu'avec le vieillissement, vous devenez de plus en plus hétérogène, vous cumulez des choses bien et pas bien, et puis il y a des phénomènes épigénétiques qui, c'est l'expression du gène, on n'est pas du tout déterminé par ces gènes, c'est totalement faux. Euh, et donc, dans la méthode d'approche du vieillissement, on a les clés de ce qui va pas du tout. C'est que les études scientifiques, et c'est vraiment important que les gens entendent ça, les études scientifiques sur le vaccin et sur les médicaments n'ont jamais été testées chez les personnes âgées, sont pas testées chez les personnes à risque. Parce qu'un médicament ne peut pas être prouvé, et je dis pas tous, mais la plupart, parce j'étais secrétaire générale de l'Association européenne de gérontologie gériatrie, et le groupe des gériatres a été voir l'association des médecines, European Medicine Association, qui entérine comme Swissmedic les médicaments. Et on a été leur dire, écoutez, on s'est rendu compte, c'était il y a 10 ans, que vous ne testez pas vos médicaments. La plupart des médicaments attribués aux personnes âgées ne sont pas testés sur les groupes de personnes âgées à risque. Et la réponse, non, c'est quand même un comble. La réponse, c'est ah, on n'y avait jamais pensé. Et donc, c'est pas seulement pour les médicaments, c'est pour les vaccins aussi. Donc, la leçon là, en tout cas pour le vaccin, et aussi pour les médicaments, mais pour le vaccin, c'est de dire aucun vaccin ne doit être accepté s'il n'a pas été testé chez des personnes âgées de 80 ans et plus, c'est celles qui mourraient. Parce que, et ne peut pas être non plus mis sur pied sans avoir testé les anticorps des gens. Parce que si vous avez la tuberculose et vous avez des anticorps, moi j'ai des anticorps de tuberculose, j'avais pas quand j'ai été faire donner mon sang, on m'a dit ah bah vous avez des anticorps, je dis ah bah super, et donc on me donnera pas le vaccin de tuberculose parce qu'en fait Parce si que vous vous si risquez vous quoi en fait, injectez, hein? hein, Qu'est-ce que vous risquez du coup? ben, vous Avec risquez avec de recommencer la maladie puisqu'on vous injecte justement des souches de la maladie. Donc, on vous remettra du Covid dans le corps pour que votre corps réponde au Covid. Et donc, si vous avez une immunité faible, ben, vous repassez, vous retombez malade. Donc, il y a un grand danger dans ce vaccin s'il n'est pas bien fait et testé. Est-ce qu'il est vraiment fiable puisqu'il y a 290
mutation. Est-ce on vous vaccine pour la bonne mutation? Est-ce qu'il a été testé chez les personnes âgées? Et est-ce qu'il a été testé hommes et femmes différemment? Vous savez que les hommes et les femmes, on a des métabolismes très différents. Des études allemandes qui ont montré que les médicaments cardiologiques contre les problèmes cardiovasculaires, si on donne la même dose à la femme que l'homme, la femme, elle a des gros problèmes et elle risque d'en mourir. Ça a été étudié en Allemagne. Donc, vous voyez, ça, c'est hyper important que les gens comprennent que le plus important, le vaccin n'est pas testé, c'est de travailler votre immunité, de analyser si vous avez des anticorps avant d'avoir un vaccin, parce que si vous êtes déjà vacciné naturellement avec votre corps qui a fait des bagarres, et il y a des grands épidémiologues de Stanford et tout ça qui disent qu'on est déjà immunisé à 90% contre les coronavirus et beaucoup de coronavirus, donc on devrait le faire. Et l'idée, c'est d'arriver à un vaccin personnalisé, comme pour les déficits métaboliques, vous mesurez et vous personnalisez si la personne a vraiment besoin, mais vous acceptez pas les choses comme ça. Ou alors, faites-le, vous êtes en droit de le faire, mais vous savez qu'on vous a dit, en tout cas, l'information de base pour contrôler un peu là où vous vivez et ce que vous faites. Alors, pour finir cette première entrevue, docteur, je voulais vous demander ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs pour aller super bien, en fait. On a parlé de zinc, on a parlé de vitamines. Est-ce que vous avez une petite trousse? Qu'est-ce que vous faites, vous, maintenant, alors, pour vous, par exemple? C'est bien. Alors moi, oui, je prends des multivitaminés. J'ai toujours fait ça, surtout quand je suis fatiguée. Et puis, effectivement, alors vitamine C, je prends, et puis c'est 1000 milligrammes, c'est pas juste une petite dose. Parce qu'on sait que la vitamine C combat beaucoup de choses, elle nettoie la cellule, en fait. Donc, c'est pas juste une petite dose. La vitamine D3, on sait, dans un pays comme nous, on n'a pas toujours beaucoup de soleil. Là, on a eu pas mal de soleil en été, mais c'est très important pendant l'hiver d'en prendre. Et puis, si vous pouvez ajouter le K2, ça se transmettra mieux dans votre corps. Ça a été prouvé maintenant. Le zinc, bien sûr, parce que c'est un boost à l'immunité de votre cellule. Mais après, si vous voulez, il faut aussi soigner, la microbiote. Et donc, être sûr que votre système marche bien, que vous allez à sel, que vous gardez pas les toxines à l'intérieur, par exemple. Donc, vous pouvez même, il y a des choses très naturelles dans la nutrition, hein, des compotes de rhubarbe, des trucs comme ça, ou des figues, etc. Mais si vous voulez, il faut détoxifier le corps. Donc ça c'est des choses qu'on fait aussi. Et puis, alors bien sûr, au niveau de l'hygiène, on peut parler de l'hygiène, donc nutrition. Faites attention à ce que vous mangez, c'est vraiment important. C'est un traitement. On sait que épigénétiquement, ce que vous mangez va faire une expression des gènes. La diète méditerranéenne, vous pouvez taper sur Internet, vous allez trouver les meilleurs ingrédients. Dr Kousmine, à l'époque, faisait déjà beaucoup, pour ceux qui la connaissent, de super interventions de santé publique. Et puis après, l'activité physique. Alors, si vous pouvez pas sortir, faites-le à domicile. Vous prenez des haltères, vous faites les couloirs. Quand je fais des conférences… Masque, hein, sans masque. Ouais, mon Dieu. mais tombez pas dans la mascophonie, quoi. C'est quand même une mascarade. Juste pour l'histoire, je montre souvent dans les conférences comment les centenaires, et il y a des centenaires qui ont survécu à Covid, faut jamais généraliser les personnes âgées. Je montre qu'elle a fait des courses. Elle est centenaire et elle a gagné, si vous voulez, elle est la première à faire des sprints, vous savez, comme à la Usain Bolt. Et puis, elle est filmée, etc. Elle est super, vraiment. Et elle dit qu'elle s'entraîne dans son appartement. Elle fait des allers-retours, elle fait avec des poids. Vous pouvez même le faire avec votre corps. Et elle fait son petit terrain d'entraînement à la maison. Et ça, c'est super intéressant. Alors ça, c'est important. Donc, nutrition, activité physique, respirer. Parce qu'il y a un truc symbolique avec ce masque. C'est qu'on vous empêche pas seulement de parler, mais de respirer. Et la respiration, et il y a de plus en plus de sciences de la breathing et meditation qui est prouvée, par exemple, Kabat-Zinn. Maintenant, on prescrit même la méditation, les psychiatres la prescrivent, remboursée par la caisse maladie, pour vous dire que ça a été prouvé. Donc, la méditation de pleine conscience, la nutrition de pleine conscience, c'est quelque chose qu'on a établi. Mais le plus important, vu le contexte, c'est d'ouvrir la fenêtre et de respirer, d'aller respirer les plantes. On sait que les plantes ont des super propriétés. Aller dans le jardin, aller dehors, on a un super beau pays, mais aller respirer et sortir de cette folie mentale qui est en train de contaminer des gens avec la communication. Et puis ensuite, au niveau mental,
Alors maintenant, moi, je suis beaucoup dans l'innovation, donc prévention, etc. Et c'est super intéressant parce qu'avec des nouveaux appareils électromagnétiques, qui sont déjà d'ailleurs utilisés dans l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme, on arrive à prouver, et chez les personnes âgées en particulier, que la musique et la couleur et les odeurs ont un impact sur la bonne santé et sur la régénération. Surtout la musique et la danse. Alors, comment on peut pas danser? Danser tout seul pour l'instant avec le miroir, mais voilà, il y a plein de nouvelles sciences qui sont en train de mettre sur pied pour être heureux et surtout de pas rentrer. Il y a aucune, on n'est pas dans la peste. Il n'y a pas de décès surnuméraire. Maintenant, c'est la réalité et qu'il faut stopper cette peur et guérir de la peur. Je parlais à des psychiatres valaisans pour donner un cours et je leur disais, vous avez un rôle énorme parce que vous devez guérir une peur collective. Et ça, c'est dans le monde entier. Donc, prenez soin de vous et soyez heureux. C'est fini la pandémie. Elle est terminée. Il n'y a pas de deuxième vague. On est là et on est en train d'en parler. Je vous remercie beaucoup, Dr Stuckelberger. C'est vraiment un plaisir. Je pense qu'on va faire une prochaine intervention pour faire le point. On a posé pas mal de questions aujourd'hui sur ce virus, comment il est isolé, est-ce qu'il est isolé, les tests, on va revenir là-dessus aussi parce qu'on a besoin d'avoir encore plus de réponses. Je vous remercie vraiment d'être venu et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Et les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo en masse. C'est important de poser les questions, même si elles fâchent, puisque c'est maintenant notre responsabilité à tous d'entretenir notre information parce qu'elle libère. À très vite et merci encore, docteur. Et merci de faire des débats comme ça, parce qu'il n'y a personne qui fait ça en Suisse. Ok, merci. Merci.